Bienvenue dans Info Hebdo, l'info du Nord sélectionnée, recherchée, sourcée par nos journalistes de Média Ténois. Chaque semaine, ils vous expliquent les sujets qui ont fait l'actualité. Nouvelle semaine, nouvelle émission d'Info Hebdo. Autour de moi, 4 journalistes de Média Ténois par ordre d'apparition. Cristiano Pereira, Denis Laure, Élodie Roy et Nelly Guidici. Bonjour à tous les 4. Allô. Bonjour à tout le monde. Salut tout le monde. Au programme de notre épisode d'Info Hebdo, on va parler d'inquiétudes des employés fédéraux, du centre aquatique, des logements en tension, mais également d'un dialogue quasi inédit en français à l'Assemblée des TNO, de la première vague d'artistes du prochain festival Folk on the Rock et des Jeux d'hiver de l'Arctique. Alors, si vous êtes matinaux, vous avez peut-être croisé un petit groupe de manifestantes au centre-ville vers 7h du matin en fin de semaine dernière. Il s'agissait d'employés fédéraux. Alors, Cristiano, pourquoi ont-ils manifesté à Yellowknife ? Oui, voilà, ils ont été ici devant l'édifice Greenstone et un peu partout la Franklin Avenue. Ils sont venus ici pour se dénoncer les compressions prévues dans la fonction publique fédérale. Donc, c'est des compressions qui s'inscrivent dans un examen de dépenses lancé par Ottawa l'été dernier. Et en gros, le gouvernement demande au ministère d'identifier des manières opérationnelles, des solutions opérationnelles pour couper 15% sur une période de 3 ans. Donc, c'était des membres du syndicat des employés de la sécurité et de la justice qui sont venus ici. J'ai parlé avec quelques des gens et les syndicats en gros craignent que ces réductions peuvent avoir des conséquences importantes dans le Nord, où plusieurs services fonctionnent déjà avec des ressources limitées. Et alors, actuellement, à Yellowknife, quelle est la situation au service des poursuites pénales du Canada ? Oui, alors selon le syndicat, la situation est déjà difficile pour les employés du service des poursuites pénales du Canada à Yellowknife. Et plusieurs postes seraient actuellement vacants, ce qui signifie que les employés en place doivent absorber une charge de travail beaucoup plus énorme, plus importante. Donc, les adjoints juridiques, par exemple, notamment, ils doivent gérer un grand nombre de dossiers. C'était un des exemples qu'ils m'ont dit. Et donc, les syndicats affirment que certains travailleurs ont eu déjà de la difficulté à suivre ce rythme de dossiers que leur sont confiés. Et si des des compressions supplémentaires sont annoncées, quelles pourraient être les conséquences ? Oui, alors, les syndicats alertent que des compressions supplémentaires pourraient avoir des effets directs sur le fonctionnement du système judiciaire. Donc, si les équipes ne disposent pas suffisamment de personnel pour traiter les dossiers, ça pourrait entraîner des retards dans les procédures devant les tribunaux. Et j'ai eu une petite conversation avec le président national du syndicat, monsieur David Newfield. Il m'a dit, il a souligné également que les fonctionnaires qui travaillent dans le Nord jouent un rôle essentiel dans les secteurs comme la justice et la sécurité publique. Et que les décisions budgétaires doivent tenir compte des réalités particulières ici du territoire du Nord. Affaire à suivre donc. On continue avec une terrible nouvelle pour les petits poissons de la ville de Yellowknife. Le centre aquatique va fermer ses portes pendant un peu moins d'1 mois en avril. Alors pourquoi cette décision, Cristiano ? Oui, ils ont annoncé il y a quelques jours qu'ils ont fermé pendant presque 1 mois.
Il y a eu pas mal de monde étonné et ils vont fermer, voilà, afin de réaliser une inspection complète du bâtiment et d'effectuer aussi certaines réparations couvertes par la garantie. Donc, on peut dire que cette vérification intervient alors que l'installation approche son premier anniversaire d'ouverture. On se souvient tous que la piscine est ouverte en mai dernier, mai de l'année dernière. Mhm. Donc, 5 mai, je pense. J'ai parlé avec la ville. Voilà, ma ville, c'est une inspection que va permettre à des spécialistes d'examiner en détail tous les systèmes mécaniques, structuraux et opérationnels du bâtiment, avec le but de s'assurer que tout fonctionne comme prévu. Mhm. Et alors, est-ce qu'on doit s'inquiéter pour nos longueurs à venir ou est-ce que c'est normal qu'un équipement aussi récent ferme déjà? Voilà, ça c'était la grosse question que j'ai eue aussi. Et bon, selon la ville, oui, c'est normal qu'un équipement aussi récent ferme pendant quelques semaines pour ce genre d'opération. Donc, la ville nous a expliqué que ce type d'inspection est une pratique courante pour les nouvelles installations, surtout environ un an après l'ouverture. C'est- il faut faire une révision complète de tout l'équipement pour vérifier si les différents systèmes sont à travailler, s'il y a, pour éventuellement identifier des ajustements, des choses qu'il faut régler. Donc, l'objectif est de pouvoir corriger certains éléments qui sont couverts encore par la garantie de la construction. Donc, dans ce cas précis, la ville affirme que le calendrier de l'inspection correspond simplement à la période normale de révision, voilà, après la première année d'utilisation du centre aquatique. Mhm. Mais alors d'habitude, c'est vrai qu'on a l'habitude que les fermetures aient lieu en septembre habituellement. Est-ce que donc pourquoi cette fermeture a été planifiée à ce moment-là en avril? Oui, la ville explique avoir choisi cette période pour limiter l'impact sur les usagers. Donc, la fermeture aura lieu après la relâche scolaire de mars, donc lorsque les élèves retournent à l'école, mais avant le début de la saison estivale, qui est habituellement très fréquentée dans les installations aquatiques. Pendant cette période, les cours de natation qui devaient avoir lieu seront remboursés aux participants. Et voilà, et même tous les détenteurs des passes, du laissez-passer, Mhm. auront leur abonnement prolongé afin de compenser la durée de la fermeture. La ville dit que le centre aquatique sera voilà, réouvert le 2 mai. Très bien. On quitte le petit bain de la piscine pour entrer dans le grand bain de l'Assemblée. Cristiano, tu vas nous parler logement. Un nouveau rapport sur le logement vient d'être présenté à l'Assemblée législative. Qu'est-ce qu'il révèle? Alors, voilà, c'est un rapport qui confirme que la pénurie de logements est importante au TNO. C'est tout ça. Mais selon l'évaluation territoriale, il manque actuellement entre 1700 et 2700 logements dans l'ensemble du territoire. Donc, le document prévoit aussi qu'entre 700 et 1000 nouvelles unités pourraient être nécessaires d'ici en 2044 en raison de la croissance démographique. Et alors, comment les députés ont réagi à cette évaluation? Donc, plusieurs députés ils ont dit que ces chiffres confirment ce que tout le monde constate déjà dans leur communauté. Pardon. Le député de Frame Lake, Julian Morse, par exemple, il a dit que les besoins étaient énormes et que
ces chiffres ne sont pas une surprise pour personne. Donc, il a aussi rappelé que plus de 800 ménages sont actuellement sur la liste d'attente pour un logement public au TNO. Et alors, côté solution, est-ce qu'il y en a qui ont été envisagées pour répondre à cette crise? Alors, le gouvernement territorial, le GTNO, il souhaite utiliser ce rapport, ces données, pour appuyer ces demandes de financement auprès du gouvernement fédéral, auprès de Ottawa. Donc, il y a aussi certains députés qui estiment aussi que les communautés autochtones devaient jouer un rôle plus important dans le développement des nouveaux projets de logement. Surtout dans les petites communautés et dans les régions plus éloignées. Merci Cristiano. Alors on reste à l'Assemblée, mais cette fois avec toi Denis. Alors c'est peut-être du jamais entendu à l'Assemblée législative. Pendant près de 5 minutes, le 6 mars dernier, la députée Shawna Morgan et les ministres Caroline Vazonec et Caitlin Cleveland se sont exprimés en français durant la période de questions. Dans les mots, elles ont discuté du sujet de l'offre active et des emplois désignés bilingues. Alors Denis, est-ce que c'est un record? Avant de répondre à ta question, on pourrait peut-être rendre un hommage à Shawna Morgan, qui semble être l'initiatrice de ces dialogues en français. Elle s'est déclarée d'ailleurs à l'Assemblée législative comme étant une francophile. Puis la journée même, elle a assisté à la levée du drapeau franco-ténois. D'ailleurs, tout ce dialogue-là s'est fait dans le cadre du mois de la francophonie. Record ou pas record, il faudrait vraiment faire beaucoup de recherches pour pouvoir l'affirmer ou pour demander à la bibliothécaire de l'Assemblée législative. Je ne sais même pas si c'est un poste qui existe. Mais on a posé la question sur le groupe Facebook francophone au territoire du Nord-Ouest et personne n'a trouvé de précédent de la même ampleur que ça. Selon un ancien journaliste de l'Aquilon, qui est depuis longtemps au territoire du Nord-Ouest, Baptiste Foisy, pour ne pas le nommer, il y a peut-être déjà eu de brefs échanges en français, mais une question principale avec 2 complémentaires et des réponses en français, et par 2 fois, lui, il ne se souvient pas que ça soit déjà arrivé. Un autre membre du groupe a relevé qu'en 2015, les députés Kieran Testart et Kevin O'Reilly avaient posé des questions en français à un ministre, mais celui-là, il avait répondu en anglais. Je pense que M. Testart a déjà parlé en français au cours de la 20e Assemblée, et puis qu'il y a un ancien ministre de la Justice dans le cabinet McLeod qui a déjà fait, c'était Louis Siebert, qui a déjà fait une partie d'allocution en français. Mais quelque chose de cette ampleur-là, non, jamais. Baptiste, de manière intéressante, a soulevé que le tout premier discours de ce qui s'appelait à l'époque l'Assemblée du Nord-Ouest avait été prononcé en anglais et en français. C'était en 1888 par celui qui était alors le lieutenant-gouverneur des TNO, s'appelait Joseph Royal. C'était un Québécois d'origine qui s'était établi au Manitoba. Mais apparemment, l'utilisation des 2 langues à l'Assemblée avait créé un tel tollé que les membres de l'Assemblée avaient voté pour qu'une pétition soit envoyée à Ottawa pour prohiber l'usage du français. Je pense que l'Assemblée du Nord-Ouest, à cette époque-là, n'était pas très souveraine. Tout passait par Ottawa et ça a duré d'ailleurs jusqu'à la fin du 20e siècle. Alors, petit record, je pense que c'est ça la réponse. Mais ça ressemble à ça. C'est ça. Alors, si on revient maintenant plus trop sur la forme, mais plutôt le fond des propos, il a donc notamment été question d'emplois désignés bilingues. Ouais, encore là, comme préambule, un autre préambule, je dirais que les ministres avaient l'air de connaître les questions et d'avoir en main déjà les réponses en français. Réciproquement, on pourrait dire que Mme Morgan connaissait déjà en partie, du moins, les réponses. Donc, Shawna Morgan a questionné la ministre plutôt à Vazonec, sur le recrutement. Elle lui a demandé quelles sont les ressources humaines disponibles pour les employés francophones. Est-ce qu'il existe des primes pour les employés bilingues, pour les postes qui sont désignés bilingues? Il y a d'autres postes où le bilinguisme est considéré comme un atout.
Pour mémoire, on dira que la ministre Oisonec a dit qu'en mars 2005, il y avait 176 employés en tout au gouvernement qui recevaient plutôt la prime pour le bilinguisme en français et 151 autres employés qui avaient une prime, mais pour le bilinguisme anglais et langue autochtone. Alors, j'ai demandé ses commentaires à la directrice générale de la Fédération franco-ténoise, Audrey Fournier, sur cette séquence francophone historique à l'Assemblée. Audrey, donc, a applaudi la démarche tout en soulignant que les questions étaient très généralistes et que Mme Morgan n'a pas été vraiment chercher plus loin que les réponses de la ministre. Disons qu'elle a déjà été plus pugnace, par exemple, dans le dossier de la loi sur la fonction publique. La directrice de la FFT a souligné qu'elle a demandé sans succès une rencontre avec la ministre Oisonec, justement pour parler du recrutement pour les postes désignés bilingues. Selon elle, le plan stratégique mettait beaucoup ça en valeur, le recrutement, mais que dans les faits, il n'y a pas de stratégie élaborée, que les recherches ne sont pas diversifiées puis vraiment réfléchies. Mme Fournier aussi a déploré qu'il n'y a pas de postes de première ligne qui sont désignés bilingues dans le secteur de la santé, par exemple médecins, psychologues, infirmières, etc. La députée de Yellowknife North a également questionné la ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Formation, Caitlin Cleveland, sur l'offre active. Oui, elle a demandé s'il y avait une offre active en français, si c'était toujours clairement identifié. Alors, bon, on n'est pas dans le débat sur une école francophone à Fort Smith ici. Les critiques de la Fédération franco-ténoise à ce propos-là, l'offre active, c'est que les gens qui servent le public ont beaucoup de résistance à parler français dans le domaine de la santé et que malgré tout l'argent qui est investi, les protocoles qui ont été élaborés, le personnel refuse souvent de répondre en français, puis il n'y a pas de retour de balancier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démarche pour vraiment obliger les gens à parler en français. Donc, c'est inefficace. Si on veut conclure sur tout ça, on pourrait dire que c'est un geste admirable de la part de Shauna Morgan, Caitlin Cleveland et Caroline Oisonec d'avoir parlé en français, mais que c'est peut-être terni par la préséance de la mise en scène sur le contenu. Merci beaucoup, Denis, d'avoir suivi ça, ce petit record, mais quand même notable. Merci beaucoup. Absolument. On peut retrouver, évidemment, les explications données aujourd'hui dans Territoire d'Info toutes les semaines, en ondes, sur Radio Taïga et sur le site internet mediatenois.ca. On va se réchauffer maintenant avec une annonce qui fleure bon le soleil de juillet. Le festival Folk on the Rocks vient d'annoncer une première vague d'artistes pour l'édition 2026. Alors c'est toi, Élodie, qui a suivi ça pour nous. Quels sont certains des artistes qui feront partie de la programmation cette année ? Oui, quand même, il y en a beaucoup d'artistes pour la première vague. Il y a 16 artistes, beaucoup sont locaux, d'autres d'un peu partout, internationaux et un peu partout au Canada. Les artistes locaux et organisations seront Northwine, Rascal, Bella Beats, Northwoods, NWT Storytime, Yellowknife Stone Drummers, comme à chaque année, absolument, et Taiga Yoga. Et pour les talents qui sont d'autre part, Aya Nasabe, Dumb Crush, Janky Boon Gag, Justin Giles, Marrow Bones, désolé, j'ai toujours du trouble avec celui-là, The OBGMs, Robert Adam, encore quelques-uns, Rock the Odds Puppet, Scott Cook, et Pamela Main et Virgo Rising. Ça, ce seraient tous les artistes qui sont prévus. On peut retrouver bien sûr la liste sur le site web de Folk on the Rocks ou sur l'article écrit sur ceci. C'est toute une affiche image avec tous leurs noms. Oui, c'est ça. Donc dans le prochain numéro de l'Aquilon qui sort ce vendredi. C'est ça. Voilà. Et sur le site web mediatenov.ca. Alors, on remarque qu'il y a à la fois des artistes nationaux et des talents locaux dans cette première annonce. Donc plein de noms. Tu nous as cité plein de noms. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'importance d'avoir des artistes du Nord dans la programmation ? Eh bien, déjà, on est quand même un lieu assez culturel. On a beaucoup d'artistes locaux. On adore, comme le groupe Hi-Fi qui faisait partie de Folk on the Rocks l'année dernière. Et on tient vraiment à mettre à l'avant des artistes d'ici.
en leur donnant l'occasion de partager la scène avec des artistes d'ailleurs. Les raisons que, d'abord, on célèbre leur créativité et la culture musicale du Nord. En deuxième, on offre aussi une bonne opportunité aux talents locaux, comme c'est pas à tous les jours qu'un grand artiste, disons, de l'Ontario ou du Québec vient ici à Yellowknife. Et beaucoup de ces artistes, d'ailleurs, apportent leur manager ou des producteurs autres, alors ils peuvent découvrir la musique de nos artistes locaux ici au TNO. Alors c'est une grande opportunité et en plus, Folk on the Rocks, on le sait bien, c'est comme le festival de Yellowknife. Alors ça attire beaucoup, beaucoup de touristes et comme ça, d'autres personnes d'autre part, non seulement des producteurs, peuvent découvrir la musique des Ténois. Oui, c'est une très bonne visibilité. Et alors, cette annonce n'est que la première étape. Quelles sont les prochaines dates importantes à noter? Alors, bien sûr, comme tu as dit, c'est la première vague. Tout peut changer. Il peut y avoir plus d'artistes comme il peut y en avoir moins, des changements. Alors, la deuxième vague, on peut s'attendre à ce qu'elle sorte le 3 avril. Alors, très bientôt quand même. Et une troisième vague aussi le 15 mai. Et bien sûr, il y aura la programmation finale pour le Folk on the Rocks, le jour qui serait du 17 au 19 juillet. Oui, c'est ça. Donc, le festival du 17 au 19 juillet. Notez bien les dates. Ouais. Merci beaucoup, Élodie. Petit détour maintenant par Whitehorse où nous retrouvons notre envoyée spéciale pour les Jeux d'hiver de l'Arctique, Nelly. Tu as suivi la cérémonie, les épreuves depuis le début, donc le 8 mars. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ambiance et qu'est-ce qui s'y passe et comment tu te sens là-bas? Alors, l'ambiance est survoltée, c'est très intense. Il y a beaucoup d'enthousiasme, de joie. Le public est là aussi pour encourager les athlètes, que ce soit aux épreuves des sports arctiques, où je vais tous les jours pour suivre quelques épreuves. Les Jeux d'aînés aussi, l'ambiance est véritablement survoltée parce que bon, ça fait partie des Jeux d'aînés, les encouragements des coachs, les encouragements des membres de chaque équipe, le public regarde un peu de loin, mais en tout cas, c'est vraiment beau de voir cette ambiance particulière du Nord, qui est vraiment typique du Nord et surtout de l'amitié qui lie certains athlètes entre eux depuis plusieurs éditions des Jeux. Par exemple, au sport arctique, les athlètes qui sont en compétition cette année sont des athlètes que j'avais déjà suivis en Alaska en 2024. Et on voit qu'ils se connaissent très bien et leur amitié passe au-delà des pseudo-conflits de territoire. Par exemple, le Groenland et l'Alaska est quand même très proche et se prennent dans les bras à la fin des épreuves. Donc, c'est beau de voir cette amitié qui lie les nations de l'Arctique circumpolaire, finalement. Et alors, côté victoire, médaille, comment s'en sortent les sportifs et sportives de l'équipe des TNO? Alors, j'ai pas pu voir toutes les épreuves parce qu'il y en a 20. C'est quand même très intense et je peux pas tout voir, mais je sais que la toute première médaille d'or, le Houlou d'or, a été remportée par une jeune athlète de 15 ans de l'équipe des Territoires du Nord-Ouest pour les Jeux d'aînés dans l'épreuve du stick pull. Alors, c'est une épreuve, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une épreuve qui consiste à graisser un bâton d'une vingtaine de centimètres et à le mettre dans les mains des deux adversaires qui se tiennent dos à dos, mais l'un à côté de l'autre. Et le principe, c'est de garder le bâton et de l'enlever de la main de son adversaire sans plier le coude, sans lever les épaules et sans baisser la tête. Donc, c'est une épreuve qui s'apparente à la pêche. C'est une activité traditionnellement qui a été faite pour que les personnes s'entraînent à tenir un poisson par la queue. Et cette jeune athlète a remporté donc sa première médaille et surtout la toute première médaille je crois que c'était le deuxième jour des épreuves de l'équipe des Territoires du Nord-Ouest. Il y a également eu des médailles dans les sports arctiques. Il y a eu des médailles au patinage de vitesse. Voilà, donc je continue de suivre tous les jours. Comme je disais, c'est vraiment très intense, mais les Territoires du Nord-Ouest en sortent bien. Et je crois qu'en tout cas, hier, ils étaient en troisième position du tableau des médailles, derrière le territoire du Yukon et le territoire de l'Alaska.
Très bien. Alors, la fin des Jeux, l'intensité de la semaine s'arrête dimanche 15 mars. Donc, tu vas continuer à suivre pour nous, avec aussi l'équipe de Connexion Arctique. Donc, vous pouvez suivre sur notre site mediaténois.ca et sur notre page Facebook à Fil Info Ténois toutes les actualités des Jeux. Et il y a aussi le magazine des Jeux de l'Arctique, donc une émission quasi quotidienne sur les Jeux toute la semaine, à l'écoute sur Radio Taïga et en réécoute sur notre site. Merci beaucoup Nelly, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission d'Info Hebdo. Et d'ici là, bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Vous pouvez retrouver les articles au complet et bien d'autres en accès libre directement sur notre site internet à l'adresse mediaténois.ca. Le fil d'actualité est mis à jour quotidiennement. Pour ne rien louper, n'hésitez surtout pas à vous inscrire également sur notre site à notre infolettre pour recevoir votre journal chaque vendredi dans votre boîte courriel. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, cherchez Fil Info Ténois, et sur X, Blue Sky et YouTube, cherchez Média Ténois.